Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont aussi les divorces contentieux, ces divorces contentieux, puisqu'ils ont été réformés. On attendait la réforme pour septembre 2020 et avec le Covid et avec les problèmes sanitaires, la réforme n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2021. Ces divorces contentieux ont été effectivement énormément réformés, d'un point de vue procédural, et il y a quelques petits changements au niveau des différents divorces, puisque avant la réforme, nous avions deux phases bien distinctes, c'est-à-dire que les époux qui ne parvenaient pas à divorcer par consentement mutuel n'avaient pas le choix que d'utiliser un des divorces contentieux. Nous déposions une requête devant le juge aux affaires familiales, une requête qui était neutre, pour permettre d'obtenir des mesures provisoires et d'être donc convoqué à une audience de non-conciliation. Il y avait donc bien deux phases, dépôt de la requête avec convocation des époux et présence obligatoire des époux qui devaient, en tout cas le demandeur devait impérativement être présent et il devait comparaître devant le juge. Les époux étaient d'ailleurs reçus sans leurs avocats distinctement par le magistrat pour s'assurer de leur consentement, pour avoir leur position sur le divorce. Et ensuite, nous avions donc l'audience de conciliation, cette fois en présence des avocats et des époux, qui permettait de statuer sur les mesures provisoires. Je vous mets juste le PowerPoint. Voilà. Donc, qui permettait de statuer sur les mesures provisoires. Ces mesures provisoires étaient valables 30 mois, ce qui permettait effectivement d'avoir une durée assez longue de séparation si, au moment de l'introduction en divorce, les époux ne vivaient pas séparément, puisque nous pouvions avoir effectivement un divorce, on le verra tout à l'heure, au bout de 2 ans de séparation, donc 24 mois. Donc les mesures provisoires duraient 30 mois pour permettre cela. Antérieurement et avant la réforme de 2019 qui est entrée en vigueur en 2021, nous avions une réforme en 2004 qui effectivement avait permis que les mesures provisoires durent 30 mois, puisqu'avant elles duraient 6 mois. Le défendeur n'était pas tenu de constituer avocat. La procédure était orale, donc il pouvait se représenter seul devant le juge au stade de l'ordonnance de non-conciliation. Puis ensuite, nous avions la deuxième étape, c'est-à-dire la délivrance de l'assignation en divorce. Cette assignation devant cette fois-ci prévoir le fondement du divorce. C'est ce que Maître Lemerle vous expliquera tout à l'heure, les 3 fondements du divorce. Et à partir de cette deuxième étape, en revanche, donc de l'assignation en divorce, la procédure devenait écrite et la représentation devenait obligatoire. Depuis la réforme, les choses ont changé, puisqu'effectivement, le tribunal n'est plus saisi par une requête, mais il est saisi soit par une assignation, directement une assignation en divorce, ou par une requête conjointe, nous verrons dans quel cas tout à l'heure. Et effectivement, cette assignation doit donc comporter un avocat constitué, donc l'époux demandeur, comme au départ, doit avoir un avocat qui est constitué, mais il fait mention aussi de ce que le défendeur doit constituer avocat, et pour faire valoir ses prétentions, il doit donc avoir constitué avocat dès le début de la procédure, sinon il ne pourra pas effectivement être entendu devant le juge. Les petits changements en matière de divorce concernent effectivement la forme de l'assignation, c'est-à-dire que dès le début de la procédure, nous, en tant qu'avocats, nous soumettons notre projet d'assignation sur la plateforme RPVA. Nous avons alors une date d'audience avec effectivement un cabinet auquel sera distribué le dossier. Et donc, ce qui change, c'est qu'au moment de la délivrance de l'assignation, nous avons déjà la date, le lieu, le jour et l'heure de l'audience d'orientation et de l'audience sur les mesures provisoires. Ce qui permet effectivement d'aller plus vite, puisqu'avant, quand on déposait une requête, il pouvait se passer un certain temps entre le moment où on déposait la requête et le moment où on recevait la convocation à l'audience de conciliation. Désormais, on sait exactement à quelle date nous allons comparaître pour la première audience. L'assignation doit, comme avant,
comporter une proposition de règlement des effets financiers, enfin des intérêts financiers et patrimoniaux des époux. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. En revanche, ce qu'elle doit rappeler, et c'est effectivement un petit peu lourd dans l'assignation et pas forcément très lisible pour l'époux défendeur, c'est qu'il doit rappeler les règles en matière de médiation, en matière familiale et en matière de procédure participative. Et il doit également rappeler les règles concernant l'homologation des accords partiels et complets des parties, ainsi que les dispositions concernant la procédure contentieuse. Et c'est vrai que ces dispositions sont assez longues, ce qui fait que même sans un divorce compliqué, on se retrouve avec une assignation qui fait à peu près 15 pages dès le début de la procédure. Donc, ce que je vous disais, c'est que à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires, la représentation par avocat est obligatoire. En revanche, et ce qui est nouveau et ce qui change quand même pas mal par rapport au premier divorce, c'est que la présence des parties n'est pas obligatoire, sauf si le juge le demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avocats peuvent représenter leurs clients et venir à l'audience en représentant leurs clients, alors qu'avant, la comparution personnelle des époux était obligatoire. Nous avons ensuite deux possibilités. Soit nous avons une procédure qui demande à ce qu'il y ait des mesures provisoires de prise et dans ces cas-là, elles seront évoquées à la première audience et nous plaiderons un peu comme lors de l'audience de non-conciliation sur ces mesures provisoires sur lesquelles le juge statuera. C'est les mesures provisoires classiques, prise en charge des dettes, logement des époux, attribution du logement à l'un des époux, pension au titre du devoir de secours, résidence des enfants, autorité parentale, contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, prise en charge des crédits au titre du devoir de secours ou pas, jouissance du logement au titre du devoir de secours et donc à titre gratuit ou pas. Voilà, toutes les mesures provisoires qu'il pouvait prendre classiquement, il les prend et il rend cette fois-ci non pas une ordonnance de non-conciliation, mais une ordonnance sur les mesures provisoires et il renverra les parties dans le cadre de la procédure au fond pour statuer sur le divorce par ailleurs. Mais l'avantage de cette procédure, c'est que si vous n'avez pas, par exemple, de défendeur, si vous n'avez pas besoin de demander de mesures provisoires, dès le début, et si vous avez pu indiquer le fondement de votre divorce dans le cadre de l'assignation, à ce stade, le divorce peut effectivement être prononcé. Donc, ce qu'il faut savoir quand même sur cette procédure, c'est que nous ne pouvons pas indiquer le fondement de tous les divorces dans l'assignation en divorce au stade de l'introduction de l'assignation. En revanche, nous pouvons le faire dans le cadre de la requête conjointe, notamment dans le cadre d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal et dans le cadre d'un divorce accepté. Mais là, je vais passer la parole à Maître Lemerle qui va effectivement vous expliquer ces trois types de divorce et ce que la réforme a modifié sur ces trois types de divorce. Alors, j'en profite juste. 5 minutes à peu près. D'accord. Bon, ça y est, il est revenu? C'est bon. Oui, super, merci monsieur. Oui, donc les trois formes de divorce judiciaire qui sont maintenues aujourd'hui, qui sont le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et le divorce pour faute. Moi, j'ai un petit retour de son. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi ou pas. Je coupe mon micro, ça doit être moi. Ouais. Donc, le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Oui, alors effectivement, j'ai plus mon retour de son. La grande nouveauté de cette réforme, c'est qu'effectivement, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cette réforme, il fallait être en capacité de justifier d'une séparation d'au moins 2 années pour pouvoir obtenir ce divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ce délai a été ramené à 1 année de séparation effective. Donc, le divorce peut aujourd'hui être prononcé dès lors que les époux vivent séparément depuis au moins 1 an. C'est un divorce qui ne nécessite pas l'accord de l'époux.
Le délai de séparation peut être prouvé par tout moyen par le demandeur, donc il peut être prouvé par la signature d'un nouveau bail, il peut être prouvé par attestation le plus souvent, mais ne serait-ce que par échange entre les époux, échange de mails, échange de SMS qu'il faut prendre l'habitude de conserver. J'en profite pour rebondir sur une question qui nous a été posée dans le cadre de cette conférence. La circonstance de demeurer dans un même foyer fiscal n'est pas un frein à la reconnaissance d'une séparation de fait. Il s'agit bien d'une séparation de fait, donc une séparation qui n'est pas une séparation juridique, mais bien une séparation physique depuis plus d'1 an. Et par contre, je vous conseille quand même, ce qui peut être un élément qui est souvent invoqué pour justifier de ces séparations, d'aller quand même établir une main courante où vous prenez acte du départ de votre conjoint, du domicile conjugal, à date précise. Voilà, le fondement de ce divorce peut être indiqué, Maître Haro vous l'a indiqué, dès l'assignation, ce qui n'est pas le cas notamment pour les divorces pour faute, où le fondement ne peut pas être indiqué même sous peine de nullité dans le cadre de l'assignation. Et ce délai de séparation d'1 an, il peut s'apprécier à des dates différentes. Lorsque le fondement du divorce est effectivement indiqué dès l'assignation, il faut que ce délai soit constaté dès la demande en divorce. Ce délai d'1 an doit être acquis de séparation dès la demande en divorce. Par contre, lorsque le fondement n'est pas indiqué dans l'assignation, mais qu'il sera indiqué dans les premières conclusions, dans ce cas-là, le délai d'1 an sera apprécié au jour du prononcé du divorce. Le juge ne pourra pas prononcer ce divorce tant que ce délai d'1 an de séparation ne sera pas justifié. En cours de procédure, il est toujours possible d'utiliser une passerelle, c'est-à-dire de changer d'option de divorce judiciaire, ou de divorce d'ailleurs vers un consentement mutuel. Vous pouvez tout à fait décider en cours de procédure de renoncer à votre divorce judiciaire pour vous orienter vers un divorce par consentement mutuel, ou vous pouvez vous orienter vers un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Donc ce second divorce, qui est le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, c'est un cas de divorce qui est ouvert lorsque les époux sont d'accord sur le principe de divorcer, mais qu'ils ne veulent donc pas faire état de griefs entre eux qui ont amené à la séparation des époux, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver de consensus sur les conséquences de ce divorce. Donc ça peut être sur des modalités de garde des enfants, ça peut être sur l'identification, la détermination du montant d'une pension. Voilà, dès lors qu'on est d'accord sur le principe de divorcer, mais qu'on n'est pas d'accord sur les conséquences de ce divorce, il y a cette possibilité de recourir à un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Dans ce cas, les époux signent un accord sous seing privé, contresigné par les avocats, au terme duquel ils vont prendre acte de cet accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits qui ont motivé leur séparation. Et cette requête, cet accord doit être transmis au juge pour qu'il soit convoqué et qu'il soit statué par contre judiciairement sur les conséquences du divorce. Là aussi, les époux peuvent toujours, en cours de procédure, utiliser une passerelle vers un divorce par consentement mutuel. Enfin, le dernier cas. Préciser, Valérie, sur l'acte d'avocat, il doit dater de moins de 6 mois, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de faire valoir un acte d'avocat sous signature privée qui prend l'accord des époux sur le principe du divorce s'il n'a pas moins de 6 mois. Les législateurs se sont posé la question, ils ont fixé ce délai. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que les époux, au moment de contracter le mariage et au moment de faire, par exemple, un contrat de mariage, pourraient avoir l'idée d'acter d'ores et déjà, dès le début du mariage, de cette éventuelle rupture et donc de le faire acter par un acte d'avocat dès le départ en disant nous, si un jour on venait à divorcer, on est déjà d'accord sur le principe de la rupture du mariage et donc ça posait de réelles difficultés. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'acte d'avocat a une durée de validité et il doit être impérativement signé 6 mois, en tout cas moins de 6 mois avant l'introduction de la requête en divorce, en tout cas de la demande en divorce, qu'elle soit par requête ou par assignation.
Donc, le dernier cas qui est le cas du divorce pour faute, qui est une exception culturelle française. Cette possibilité de divorcer pour faute, elle existe, elle a disparu de la quasi-totalité des pays européens. Et on aurait pu penser qu'on la ferait également disparaître dans le cadre de cette réforme, mais le divorce pour faute survit en droit français. Donc, si les époux ne sont pas d'accord pour divorcer, s'ils ne sont pas en capacité de justifier d'une séparation de plus d'1 an, ou si, tout simplement pour des raisons qui leur appartiennent, ils souhaitent faire reconnaître la responsabilité de leur conjoint dans le cadre de leur séparation, il est possible d'assigner toujours en divorce pour faute, dès lors qu'on est en mesure de démontrer l'existence de faits constitutifs d'une violation grave ou renouveler des devoirs et obligations du mariage imputables au conjoint et ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune. Donc, je rappelle que les obligations du mariage, c'est le respect, la fidélité, le secours, l'assistance et l'obligation de vie commune. Donc, effectivement, constituent des manquements graves au devoir du mariage, l'abandon du domicile conjugal, l'infidélité, le délaissement, qu'il soit affectif ou qu'il soit d'ailleurs financier, et puis tout ce qui est violence, comportement irrespectueux, que ce soit à l'égard entre conjoints ou également à l'égard des enfants. Alors, la preuve est relativement libre, elle incombe évidemment à l'époux demandeur. Précision importante, on ne peut pas, il est parfaitement interdit et irrecevable de faire attester ses enfants sur des manquements aux obligations du mariage entre leurs parents. Voilà, ce type d'attestation est parfaitement irrecevable. Et évidemment, l'obligation de fournir des preuves se heurte à un principe de loyauté, et notamment au vol de preuves, puisqu'on voit souvent des difficultés de vol de courrier. Et ce vol de courrier ne se limite pas à du courrier papier, mais concerne également le fait de s'introduire dans la boîte mail de son conjoint pour aller y chercher des emails qui lui sont personnels pour soutenir des fautes et des manquements aux obligations du mariage, notamment en utilisant un code qui est normalement personnel à son conjoint. Voilà, ça sont des preuves qui, étant considérées comme ayant été obtenues de manière déloyale, seront irrecevables à établir des manquements aux obligations du mariage. Donc attention à se constituer des preuves qui doivent rester des preuves loyales. Lorsque le divorce est prononcé au tort exclusif d'un des époux, l'époux peut être condamné à des dommages et intérêts. Si évidemment on est en mesure de démontrer un préjudice qui ne peut pas se résoudre uniquement et ne peut pas être uniquement réparé par le prononcé du divorce en tant que tel. Je précise également que lorsque l'époux qui est l'auteur des manquements graves ou renouvelés aux obligations du mariage et au tort exclusif duquel le divorce a été prononcé, pourrait en principe être en mesure de prétendre au paiement d'une prestation compensatoire. De manière punitive, le juge peut priver cet époux de prestations compensatoires en considération des fautes, de la gravité des fautes qu'il aurait commis. Je précise quand même que ce sont des cas qui restent extrêmement marginaux. La demande, on l'a indiqué, se fera par assignation et surtout l'assignation ne devra absolument pas mentionner le fondement de ce divorce. Donc l'assignation ne devra rester neutre et ne devra pas mentionner qu'il s'agit d'une demande de divorce pour faute, sous peine de nullité de cette assignation. Et la procédure se déroulera ensuite, comme il a été indiqué précédemment par Maître Haro, donc avec soit le choix d'une procédure participative, soit la fixation par le juge d'une procédure d'échange des pièces et écritures de manière parfaitement classique à l'issue d'une première audience d'orientation sur les mesures provisoires. Là encore, les époux peuvent toujours décider de changer leur fusil d'épaule et d'utiliser une passerelle vers un autre fondement de divorce, à savoir vers un divorce par consentement mutuel, vers un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou vers un divorce pour altération définitive du lien conjugal. Voilà pour nos observations. Charlotte, je ne sais pas si tu voulais ajouter... Non, je pense que tout est complet. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont des questions, si elles peuvent le faire soit par écrit, soit si on peut leur donner la parole.
Cette question. théorie, il n'y a pas beaucoup de manifestations. Non. Moi, je vois pas les personnes présentes, donc du coup, je sais pas si je. Je s'il y a regarde, pas des- il y a des gens qui lèvent la main, mais de toute façon, ça tout part. le monde peut activer son micro s'il a une question à poser. Mais D'accord, donc il n'y a pas besoin de. Mais du coup, moi, comme je ne vois pas qui lève la main, peut-être pourriez-vous donner la parole. oui, mais il y a personne pour l'instant qui pose de questions. D'accord. C'est que c'était plus ou moins complet. Oui, voilà. C'est vrai que c'est comme on vous voit pas, on ne sait pas sur quel point il pourrait y avoir des questions ou des choses qui n'ont pas forcément été claires. Apparemment, tout est clair. Oui, c'est clair. Si, Ah non, il y a une main levée. On a une question. Alors, Oui. Oui, bonjour. J'avais une question en fait. C'était pour savoir si par exemple on se constituait un patrimoine immobilier avant d'être marié Oui. et par la suite on se marie et ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe sur les biens qu'on a acquis avant le mariage? Alors, tout dépend de votre régime matrimonial. Quoi qu'il se passe, les biens que vous avez acquis avant mariage sont des biens propres. Même si vous êtes marié sous le régime de la communauté, même si vous ne faites pas de contrat de mariage. Maintenant, vous pouvez avoir acquis des biens sous crédit. Et à partir du moment où vous vous mariez et que vous êtes en régime de communauté, c'est-à-dire sans contrat de mariage, les remboursements qui vont être faits pendant le mariage seront faits par la communauté. Et vous devrez donc une récompense à la communauté qui sera calculée sur les montants des remboursements pour avoir financé vos biens propres. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire que c'est en termes de biens, c'est-à-dire que vos biens, vous les conserverez, mais vous devrez verser une récompense à la communauté ou pas de récompense si vous avez choisi le régime de la séparation de biens. Dans ces cas-là, il n'y aura pas de difficulté. En revanche, ces biens qui ont été acquis avant le mariage et qui constituent votre patrimoine peuvent être pris en compte dans le cadre de l'évaluation de la prestation compensatoire qui sera éventuellement à verser à votre épouse s'il y a une disparité dans le train de vie des époux au moment de la rupture du mariage. D'accord, merci beaucoup. Il est aussi possible d'avoir apporté ses biens propres à la communauté dans le cadre d'un contrat de mariage, si vous avez effectivement fait ce choix. D'accord, merci pour les informations. Bonjour, j'ai une question éventuellement, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Une question qui est un peu liée à celle qui vient d'être évoquée concernant une donation-partage qui aurait été faite à l'un des deux époux, donc Oui. de la part de sa famille. Est-ce que cet actif global est à considérer aussi s'il y a une disparité justement entre les deux Oui. personnes? Tout à fait. Même s'il est avec un régime de séparation des biens, attention. Peu importe en fait, parce que de toute façon, la donation-partage, comme c'est un bien qui est acquis à titre gratuit pendant le mariage, ça ne rentre pas dans la définition des acquets de communauté, puisqu'un acquet de communauté, c'est tout ce qui est acquis à titre onéreux pendant le mariage. Donc, ce ne sera pas un bien commun, même si vous êtes marié sous le régime de la communauté, ça demeurera un bien propre à celui qui reçoit cette donation. En revanche, comme tout à l'heure, pour les biens acquis avant le mariage, ces biens seront pris en considération dans le patrimoine de l'époux pour l'établissement du montant de la prestation compensatoire éventuelle. Encore faut-il qu'il y ait une disparité dans les patrimoines et dans les trains de vie et que la prestation compensatoire soit due. Mais en tout cas, si elle est due, ces biens seront pris en compte dans le cadre du patrimoine du créancier, du débiteur, pardon. D'accord, donc dans le cadre d'un régime de séparation de biens, une donation-partage qui a lieu pendant le mariage de la part d'une famille, donc pour son enfant, un des deux individus du couple, cette donation rentre dans le global de l'actif de la personne, même si c'est séparation des biens. Attention, elle rentre dans son patrimoine pour calculer le montant de la prestation compensatoire, mais elle ne sera jamais à partager entre les époux. Attention, la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger le choix d'un régime matrimonial qui aurait été fait par les époux. D'accord, c'est juste pour évaluer. La prestation compensatoire, elle est là pour compenser la disparité dans le train de vie qui est liée à la rupture du mariage. Mais il n'est pas question avec cette prestation compensatoire de finalement mettre les époux, par exemple, à 50-50.
C'est un élément qui est pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire. En fonction des différentes méthodes de calcul de la prestation compensatoire, il y a des méthodes qui ne tiennent pas du tout compte du patrimoine, il y en a d'autres qui en tiennent compte. Et on fait effectivement, il y a 8 méthodes de calcul pour la prestation compensatoire. Et donc, si vous voulez, cet élément sera pris en compte dans le patrimoine de la personne considérée, mais en revanche, il n'y aura pas de partage sur ce bien. D'accord. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, pas d'autres questions. Oui. A priori, tout a été clair sur ce nouveau divorce qui permet quand même de faciliter les choses, parce que comme disait Maître Lemerle, c'est vrai qu'un an de séparation, ça change quand même les choses, surtout que comme elle le précisait, si vous délivrez votre assignation sans fondement, vous avez quand même la possibilité donc d'invoquer cette altération définitive du lien conjugal dans vos premières conclusions, et en réalité, le délai d'1 an, il devrait être acquis au moment où le juge prononce le divorce. Ce qui fait qu'effectivement, ça permet d'introduire une demande en divorce beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement d'obtenir effectivement ce divorce. Il faut savoir qu'avant 2004, l'avant-dernière réforme, donc qui datait de 2004, il fallait 6 ans de séparation. En 2004, on est passé à 2 ans et en 2021, on passe à 1 an. Donc, on va vraiment toujours dans cette optique de ne pas bloquer une personne qui voudrait divorcer et de permettre d'aller finalement de plus en plus vite. Et puis, on s'aligne sur les régimes européens où on peut divorcer beaucoup plus, parce qu'on voit des gens les divorcer, notamment en Belgique, où vous faites une demande, je crois qu'il suffit de la réitérer 1 mois plus tard et vous êtes divorcé, sans avoir à invoquer aucune faute, ni à attendre effectivement des délais. Enfin, cette procédure, elle a aussi permis d'aller relativement, pour certaines procédures, en tout cas, de vraiment accélérer les prononcés des divorces, puisque nous, on a notamment, moi j'ai un dossier où je vais avoir un prononcé de divorce en l'espace de 4 mois, entre l'assignation et le prononcé du divorce. Donc, qui n'arrivait pas sous l'ancienne forme. Non, ce qui n'était pas possible. Le divorce peut être prononcé dès l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires si on a pu indiquer le fondement dès l'introduction de la demande, c'est-à-dire en réalité, soit que les époux ont signé cet acte d'avocat d'acceptation du principe de la rupture, soit que les époux soient séparés depuis plus d'1 an en réalité. C'est les 2 cas où effectivement on peut indiquer le fondement dès l'introduction et où on peut avoir dès la première audience d'orientation un prononcé du divorce s'il n'y a pas de demande de mesure provisoire. Parce que les époux qui veulent faire les choses bien, normalement, puisque on sait que quitter le domicile conjugal est une faute, ils devraient attendre effectivement les mesures provisoires et d'être autorisés à vivre séparément pour quitter le domicile conjugal. Et donc, normalement, ça devrait se faire dans le cadre des mesures provisoires et donc au cours de la première audience d'orientation. S'il vous plaît, moi j'avais une question Oui. concernant les enfants majeurs qui resteraient avec l'un des 2 époux. Oui. Est-ce que cela pourrait être amené à une pension alimentaire, une demande de pension alimentaire? Oui, bien sûr. Bien sûr, tant qu'il est à charge, et notamment parce qu'il poursuit des études supérieures, l'enfant même majeur, vous devez assistance à votre enfant, de toute façon, vous devez assistance, comme lui devra d'ailleurs assistance à ses ascendants plus tard. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la convention de divorce, ou même dans le cadre d'un divorce tout contentieux, le juge, à partir du moment où l'enfant est majeur, n'a plus compétence pour statuer sur ce qui est autorité parentale, résidence et droit de visite et d'hébergement, puisque par définition l'enfant est majeur, il n'y a plus d'autorité parentale de ses ascendants. En revanche, ce qui demeure, et le juge statuera, et nous le prévoyons dans les conventions de divorce par consentement mutuel, c'est la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs à charge qui poursuivent des études et qui ne perçoivent pas de rémunération leur permettant de vivre. En général, on prend comme critère une rémunération au moins égale au SMIC. D'accord, très bien, c'est clair. Merci beaucoup.